Conseil numéro 48. Utilisez le pouvoir de l'art, de l'histoire ou de la philosophie pour donner du sens à votre propos. Certains ont imputé à la crise financière en 2008 à la cupidité sans borne des dirigeants, traders et managers parmi les plus en vue. Face au scandale à répétition, chacun choisira celui qui le désole le plus, impliquant les plus grandes entreprises, de nombreux clubs patronaux, cercles de réflexion, associations d'économistes ou de philosophes ont cherché les racines de ce mal dans l'éducation en vogue dans les plus grandes écoles. S'il serait injuste de stigmatiser un bouc émissaire, solution commode, présentant l'avantage de ne pas se remettre en question collectivement plus intensément, il est intéressant de relever l'idée d'une dérive utilitariste de la formation et de l'enseignement. C'est ainsi que l'Institut de l'entreprise en appelle à redévelopper l'idée d'éthique, d'esprit critique, d'humanité dans les enseignements, à commencer par le supérieur. Mais que recouvre cette injonction de l'éthique, de l'esprit critique et des humanités? S'agit-il de développer un management à visage humain, comme jadis un communisme à visage humain? Derrière cette proposition réside en creux l'idée que les formations ont négligé ces trois ingrédients essentiels qui donnent du sens et autorisent un discernement fondé. Les formateurs n'ont certainement pas oublié ces éléments dans leurs propos, mais il semble aujourd'hui plus facile de les faire valoir. L'art, l'histoire, la philosophie, voire toutes les sciences humaines, gagnent à être mobilisées au service de l'apprenance. Le seul apport d'une technique, d'un contenu ou d'une méthode est devenu insuffisant. Intégrer un média excitant et stimulant à réflexion s'inscrit dans un projet plus profond que l'agrément ou la variété pédagogique. Il s'agit d'autoriser chacun à situer ses actions et à se situer dans un ensemble d'interactions pour les rendre plus créatives. Toutes les formes d'art, comme le théâtre, la peinture, la musique ou la danse, stimulent l'imagination, la sensibilité. Elles relient aux autres, à leurs désirs, leurs besoins, leur manière de ressentir le monde. Toutes les incursions sur un terrain philosophique, historique, sociologique, économique ou psychologique ouvrent au débat et à la raison critique. Quand le formateur entre en contact avec les apprenants, par le canal de l'émotion ou celui de la raison critique, il autorise une ouverture et permet un discernement. Les événements composant les situations professionnelles combinent une variété de références implicites, d'enjeux plus ou moins conflictuels, de représentations mentales, de jeux d'acteurs, d'habitudes. Se contenter de divulguer un savoir, par exemple enseigner un tableau de gestion sans essayer de le contextualiser ou d'aider chacun à le faire pour lui-même, produit immanquablement une réaction du type « Mais quel en est l'usage ?» Au contraire, lorsque le formateur introduit des pensées moins immédiatement utilitaires, ouvre l'esprit, surprend, il provoque une réaction, une prise de position. « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» D'une partie conventionnelle de l'auditoire répond « On ne nous avait jamais parlé ainsi » de l'autre partie. Ce dialogue est fécond, car chacun est obligé de construire par lui-même son savoir, par le débat avec les autres et le formateur. Le propos du formateur produit alors un sens dépassant la sphère cognitive utilitaire. La formule de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » reste d'actualité. Et la fonction des formateurs est certainement encore d'interpeller, si ce n'est d'apporter un supplément d'âme, de comprendre ce que l'on apprend vraiment et à quoi cela sert et ce que cela produit sur son entourage. Si le participant quitte la formation avec des questions, il pourrait revenir plus tard creuser ses interrogations grâce à un service après formation.